Et salut à tous, c'est Vince sur Plot Time. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. Et ben dis donc, ma vidéo sur Superman, deuxième ou troisième plus gros succès de ma chaîne. J'allais dire en 2025. Non, tout court. Je sais pas pourquoi ma vidéo sur Superman a, principalement elle, a autant pété, c'est même la plus vue parmi les critiques ciné, je crois, ou à moins que Écran Large me dépasse. Donc très content, en tout cas, très content du retour. Alors il y a des pertes d'abonnés aussi, hein. Il y a des gens qui sont pas contents que je dise ce que je pense, et en plus de ça, j'ai vraiment mesuré mes propos, voilà, par rapport au sujet sensible. Bref, je sais pas pourquoi ça a autant marché, mais en tout cas je suis content. Avant d'aller plus loin, parce je pense que c'est mieux d'entrer directement dans le vif. Une fois encore, hein, je vous rappelle que si vous avez la volonté de me soutenir financièrement, soutenir ma chaîne, c'est sur mon Patreon que ça se passe. Lorsque vous souscrivez à mon Patreon, vous avez accès à tous mes podcasts, du début à la fin, que je sors tous les mois depuis 1 an et demi aujourd'hui. Et le dernier en date est celui consacré à un nouveau concept de podcast où je parle des films et des séries pas forcément qui m'ont plu, mais des films et séries dont j'ai le plus envie de parler, et aussi dont qu'on m'a le plus réclamé en vidéo. Et quand je n'ai pas le temps, je me suis dit, mais attends, je suis trop con, autant directement en parler sur mon Patreon, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de la série Mobland, de Sortant de Solitude, mais également de Andor, saison 2. D'ailleurs, c'est la seule série que je spoil à gogo, hein. Je spoil à fond quand je parle de Andor. Donc, n'hésitez pas à souscrire à mon Patreon si vous avez la volonté de me soutenir financièrement. Ça me fait plaisir. Bref, aujourd'hui au sommaire, nous allons parler de Disney, qui a de l'espoir, hein. Disney a vraiment de l'espoir pour l'avenir. Nous allons évidemment parler de Denis Villeneuve, qui a été choisi pour réaliser le prochain 007, le développement calamiteux de Daredevil Born Again, une petite section box-office, une section flash news, et pour finir, les deux plus gros sujets que j'ai choisis pour la fin. Neil Druckmann, l'homme canard, se casse de la série The Last of Us, et pour finir, Superman, qui fait un mauvais démarrage en France. Alors, j'emploie le terme flop, hein, évidemment, hein, pour taper dans l'œil, donc parce qu'il faut prendre des pincettes, mais bon, on va en parler en détail tout à l'heure. On commence gentiment par la première actu. Selon Daniel Richtman, si le remake live-action de Vaiana est accepté par le public, Disney relancera la préparation du live-action de Réponse. Les succès actuels, les live-action, Lilo et Stitch et Dragon auprès du public annoncent un avenir prometteur. Alors là, j'ai marqué Jeanne, au secours, j'ai pas la force en fait, je suis vraiment crevé en ce moment. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que Blanche-Neige, je pensais que Blanche-Neige avait été le coup de grâce pour les remakes live-action. Pas du tout, voilà, parce qu'il y a eu Lilo et Stitch, dont le 2, hein, qui est bel et bien en développement suite au succès du premier, voilà, enfin en tout cas du premier remake de Lilo et Stitch. Voilà, ils ont eu leur petit succès, ils sont contents, et du coup ils relancent les franchises. Ils voient que Dragon cartonne au cinéma. Bon bah écoutez, voilà, c'est reparti. On est reparti pour un nouveau cycle de remake, et en plus de ça, DreamWorks s'y met, mais je vous jure, personne ne me croit, mais je vous jure que Shrek aura le droit à son remake live action. Je vous promets que c'est vrai. Là on va me dire, ça va être trop kitsch avec... mais enfin, Dragon c'est pas kitsch. Ouais, ça va être trop kitsch avec Shrek. Non. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un remake live action de Shrek, avec Shrek et Fiona et Lan en image de synthèse, avec quasiment le même design que dans le film d'animation, et tout le reste sera fait en vrai, des vrais décors, des vraies forêts, des vrais acteurs, enfin ceux qui jouent les humains seront des vrais acteurs. Ils vont prendre Peter Dinklage pour jouer Lord Farquaad. Comment ça s'appelle? C'est Lord Farquaad, voilà. Ah, mais vraiment, on rigole, mais ça va arriver. Toujours sur Disney, voilà, ils sont très confiants, hein. Là, ils prévoient de rebooter carrément la franchise Indiana Jones. Allez, tant qu'on y est, voilà. Ce qui est comique, c'est qu'avec une grosse production comme Disney, on sait qu'ils ne lâcheront jamais l'affaire tant qu'ils n'auront pas réussi à rentabiliser leur putain de franchise
qui leur a coûté aussi cher. Voilà, Lucasfilm ça a coûté plusieurs milliards. Il faut absolument rentabiliser, et comme des parasites, ils vont recommencer encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à trouver la petite formule qui marche. Donc pour l'instant, faire revenir le papy Harrison Ford pour Indiana Jones 5, ça n'a pas marché, donc on recommence avec un reboot, avec une formule, on va faire un truc plus Jones. Donc voilà, c'est très rigolo de voir Disney très confiant comme ça. Bon, écoutez, tant mieux, hein. Concernant Spider-Man, le prochain, nommé apparemment Brand New Day, il est prévu pour le 29 juillet 2026 et sera réalisé par Destin Daniel Cretton, qui est un bon réalisateur, qui avait réalisé Shang-Chi. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Shang-Chi. Pour moi, la réalisation, c'est la qualité de ce film. Enfin, je sais même pas pourquoi les gens n'ont pas aimé Shang-Chi, parce que c'est du Marvel classique, et bon, oui, ouais, on est d'accord. Mais je trouve que les scènes d'action étaient intéressantes, notamment la scène du bus, qui était assez rigolote. Il y a le côté un peu, on rend hommage, finalement, aux films d'action chinois, et c'est clairement, tout ce qui était action, réalisation, c'était l'un des plus gros points forts de ce film. Il a pas fait que ça, hein, il a fait plein d'autres films plutôt intéressants. Et je pense que c'est une bonne idée, enfin, de changer de réal pour la franchise Spider-Man et de prendre un vrai réal qui pèse un petit peu. Pour la suite, nous avons Denis Villeneuve qui est officiellement prêt à réaliser le prochain film de James Bond. Et oui, Denis Villeneuve a été choisi pour réaliser le prochain James Bond. C'est... Beaucoup de gens voulaient Nolan pour un James Bond, parce que oui, Nolan s'inspire tout le temps de James Bond, ça crève l'écran. Mais finalement, Denis Villeneuve est un petit peu un Nolan, j'allais dire un truc méchant, j'allais dire un Nolan de substitution, c'est pas du tout ça. Il a son style, hein, évidemment. Enfin, pour moi, c'est l'un de mes réels préférés, et plus le temps passe, plus je le préfère à Nolan. Et on pouvait pas faire un meilleur choix, en fait. James Bond, Denis Villeneuve, enfin, en fait, ça paraissait évident. Donc, pour une fois, ça ne peut pas être mauvais, en fait. Je ne vois pas dans quel univers le film pourrait être mauvais. Concernant les acteurs, on l'a toujours pas choisi. James Bond, on veut faire un James Bond jeune. Le nom n'a pas encore été dévoilé. Apparemment, ceux qui sont pressentis, c'est Tom Holland, Jacob Elordi et un certain Harris Dickinson. Alors Tom Holland, c'est non, déjà non. Alors pas parce qu'il a une gueule de jeune, tout ça. Je sais qu'on veut miser sur un James Bond jeune, notamment pour créer un truc à long terme. Je comprends, il n'y a pas de problème, mais Tom Holland, c'est un petit peu le cas Pedro Pascal, voilà. On a la Tom Holland fatigue, on le voit un peu partout. C'est pas un mauvais acteur, hein, Tom Holland, hein, je trouve qu'il joue plutôt bien, mais on le voit partout en fait, il faut faire une petite pause. non, vraiment, je pense que c'est bien de prendre un gars qu'on connaît pas vraiment, finalement. Mais en tout cas, très bon choix de réalisateur, évidemment que je serai au rendez-vous quand ça sortira. Concernant la suite, on va parler un petit peu de série avec Daredevil Born Again. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu une news qui est sortie il y a pas longtemps, une anecdote qui a fuité, qui m'a fait beaucoup rire. Alors je vous lis ça. La rédactrice en chef, Stéphanie Philo, dit qu'on leur a dit de ne pas regarder la série Netflix avant la refonte. Parce qu'en gros, on voulait recommencer plus ou moins Daredevil avec les mêmes acteurs sur Disney+. Voilà. Ça se passe le commentaire. Alors voici les déclarations en question. L'idée initiale était de s'éloigner de la série Netflix Daredevil. Ils nous ont même conseillé de ne pas la regarder, car ils ne voulaient pas influencer notre montage. Après avoir tout restructuré et décidé de faire une version différente, nous nous sommes replongés dans l'univers Netflix. Nous avons pu utiliser des musiques temporaires de cette série Netflix et retrouver une ambiance plus sombre. En fait, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, mais j'ai pas envie d'enfoncer les portes ouvertes. Déjà, on retrouve le même schéma, les mêmes patterns qu'on avait retrouvés avec le cas de The Last of Us, où on avait dit à Bella Ramsey de ne pas regarder la série, de ne pas jouer aux jeux vidéo pour créer son propre jeu. Voilà. Alors après, moi, je pense que effectivement, c'est pas important qu'un acteur joue aux jeux vidéo, connaisse, parce que pour moi, il suffit qu'on dirige l'acteur en question de la même façon que le personnage original. C'est juste mieux, en fait, ça va permettre de faire gagner du temps à l'acteur s'il connaissait le personnage d'origine, mais c'est pas obligatoire, en fait. Lorsqu'on a créé le personnage d'Ellie, il y a une vraie actrice derrière pour le doublage et pour les performances capture. On n'a pas eu besoin d'un modèle de base pour qu'elle puisse le créer, donc il suffisait juste de la diriger de la même façon, mais c'est juste plus rapide pour l'acteur de regarder le matériau de base. Donc, mais ça reste débile. J'ai même pas envie de commenter. C'est tellement débile. Ils veulent s'éloigner de ce qui a fait le succès
de Daredevil sur Netflix. Donc voilà, juste, vous êtes débiles et vous méritez vos bids parce que voilà, les séries Disney+, bid, ils méritent tout ça. Juste une petite parenthèse jeux vidéo. J'ai pas grand chose à dire, mais je voulais juste parler de ça, mentionner ça. Il y a un jeu dont on m'a parlé il y a pas longtemps qui s'appelle Blood Message, qui est développé par une boîte chinoise, si je ne m'abuse, NetEase Thunder Fire. Ça défonce. Enfin, juste tu vois les images, les quelques images. Tu te dis que c'est encore une production chinoise qui va défoncer. J'étais à la recherche d'un genre de Assassin's Creed, mais avec une touche chinoise, enfin en tout cas créé de fond en comble par des développeurs chinois. Et bien voilà, on l'aura, en tout cas j'espère. Vraiment, je vais rester très attentif par rapport à ce futur jeu, qui me semble assez quali, enfin ne serait-ce que sur le visuel, qui est effectivement extrêmement impressionnant. Petite section box-office, en commençant par 28 ans plus tard, qui dépasse les 27,4 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget de production de 60 millions, donc c'est un film qui va faire partie des plus rentables, j'imagine, enfin en tout cas dans la section film d'horreur. Alors petit calcul de mon côté pour vérifier. Oui c'est ça, je pense que là il va aisément devenir un bon succès et sera bien parti pour devenir une trilogie, mais est-ce que c'est prometteur pour la suite? Ça, rien n'est moins sûr. Jurassic World 4, quant à lui, ouvre la danse avec 318,3 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait la deuxième plus grande ouverture mondiale de film en 2025. Pour l'instant, le film est à 380,3 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget estimé à 180 millions de dollars. Alors évidemment, on ne compte pas là-dedans le budget marketing qui doit être assez colossal, mais en tout cas, c'est désespérant. Mais en même temps, ça m'arrange que ce film marche parce que enfin, vous allez comprendre pourquoi. Alors, on garde ça pour la fin. Petite section Flash News avant de passer aux deux plus gros morceaux de la vidéo. Flash News, hein, comme je vous dis à chaque fois, ce sont des news que j'avais envie de mentionner dans ma vidéo sans forcément commenter par-dessus. Le patron de Walt Disney Animation, Jared Bush, évoque le retour de l'animation 2D au studio, ce qui est une bonne nouvelle. Obi-Wan saison 2 est officiellement en développement, parce que j'ai marqué sur mon Instagram, rire.mp3, sans commentaire. Triste nouvelle pour Michael Madsen, qui est mort à l'âge de 67 ans, qui était quand même un pilier. Et un peu moins connu, mais quand même culte à mes yeux, Julian McMahon, est lui aussi mort à l'âge de 56 ans. Apparemment mort dû à un cancer. Il n'a joué que dans très peu de bons films, voire quasiment pas, mais c'était quand même un acteur très connu, enfin qui a fait partie de l'enfance de beaucoup de personnes, qui jouait le méchant des 4 Fantastiques, en tout cas les 2 films carrément. Et si vous voulez mon avis, je trouve qu'il le jouait plutôt bien, donc paix à son âme, évidemment. Bien, nous arrivons maintenant au plat de résistance, évidemment Neil Druckmann, donc le créateur des jeux The Last of Us, même si j'insiste toujours pour dire que, n'oublions pas que le premier jeu The Last of Us, c'est également Bruce Straley. Bref, Neil Druckmann a participé à la création de la série télé HBO The Last of Us aux côtés de Craig Mazin. Et bien. Mais vraiment, ça m'a fait éclater de rire. Ça m'a fait éclater de rire. On apprend que Neil Druckmann quitte la série HBO The Last of Us. Voilà. Il quitte. Alors, on sait très bien pourquoi. Je vais vous lire ses déclarations et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi. Comment dire. La vraie explication. J'ai pris la difficile décision de me retirer de mon implication créative sur la série The Last of Us de HBO. Maintenant que la saison 2 est terminée, et avant même de commencer la saison 3, le moment est venu pour moi de me concentrer entièrement sur Naughty Dog et ses futurs projets, notamment l'écriture et la réalisation de notre nouveau jeu passionnant intergalactique The Heretic Prophets, ainsi que mes responsabilités de directeur, de studio et de directeur créatif. La co-création de la série a été un moment fort de ma carrière. Ce fut un honneur de collaborer avec Craig Mazin pour la production exécutive, la réalisation et l'écriture des 2 dernières saisons. Je suis profondément reconnaissant envers les talentueux acteurs et l'équipe technique pour leur approche réfléchie et leur dévouement lors de l'adaptation de The Last of Us, partie 1, et de sa suite The Last of Us, partie 2. Voilà. Aujourd'hui, nous avons Craig Mazin qui a désormais le contrôle créatif total
et écrit entièrement la saison 3, ok. Le co-showrunner, Neil Druckmann, et la scénariste Elle est grosse ont tous deux quitté la série, donc il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres, c'est vraiment tout le monde se casse. Là je vois un autre truc encore, Caitlin Dever est confirmée comme le personnage principal de la saison 3, bon ça c'est pas de surprise, hein. J'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo consacrée au même sujet. Et l'équipe d'écrivains, de scénaristes de la saison 3 est composée de 3 personnes, enfin ils sont plus que 3 maintenant, dont plus qu'une seule personne venant de Naughty Dog, voilà. Donc moi je vous traduis ce qui se passe. Beaucoup de critiques négatives pour la saison 2. Il suffit de voir IMDb qui a chuté. Enfin, IMDb, faut savoir un truc, c'est un petit peu comme jeuxvideo.com maintenant. IMDb, les notes, si en dessous de 8, c'est une mauvaise note, voilà. C'est vraiment comme jeuxvideo.com. C'est, enfin, pas juste jeuxvideo.com, mais les jeux vidéo de façon générale, le surnotage. Enfin, en fait, les gens ont tellement tendance à surnoter un produit. Quand c'est vraiment de la merde, ils sous-notent à fond. Bah, vous prenez Blanche-Neige par exemple, qui arrivait en dessous de Dragon Ball Evolution, alors que concrètement Blanche-Neige, même si je trouvais ça horrible, ce n'est clairement pas pire que Dragon Ball Evolution, faut pas déconner. Mais voilà, il y a vraiment une surenchère des notes, enfin je sais pas quel terme employer, mais quand on arrive en dessous de 8, il y a de grandes chances pour que le produit en question soit une bouse. Donc voilà, beaucoup de notes en dessous de 8, voire même 7, ça arrive à... Je sais pas s'il y a eu en dessous de 6 carrément parfois. Et les critiques ont chuté, premièrement, et deuxièmement, nous avons également l'audience qui a chuté. Alors ça reste quand même des audiences solides par rapport aux autres séries, mais pour une série qui a coûté aussi cher, c'est décevant, et surtout pour une saison 2 qui n'a... En gros, la série n'arrive pas à tenir. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous avons des traîtres, comme Neil Druckmann, c'est un... je chie suffisamment sur lui, mais pour moi, ce mec, c'est un traître, c'est un voleur, c'est un opportuniste. Donc voilà, évidemment que, une équipe composée de traîtres quitte le bateau lorsqu'il est en train de couler, au lieu de tout faire pour le sauver. Non, on quitte le bateau, avec un prétexte bidon du style, oui, nous bossons sur Intergalactique. Oui, bien sûr, toi, t'es juste... ça devient un petit peu un nouveau Hideo Kojima. Alors, j'adore Hideo Kojima, je n'aime pas chier sur Hideo Kojima, mais il y a beaucoup de détracteurs qui disent que ce mec ne fait rien, il laisse juste son équipe bosser. C'est exactement la même chose pour Neil Druckmann, hein. Ce mec ne fait que dalle à part. Alors si, il bosse à l'écriture. Je pense qu'il bosse beaucoup à l'écriture, pas déconner. Mais là, on a bien vu dans la saison 2 que l'écriture était catastrophique parce que ce mec n'a... Enfin bon, bref, je vais pas en renfoncer les portes ouvertes, je vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit dans toutes mes vidéos consacrées à cette série. Bref, moi je pense que c'est mieux de passer à l'actu suivante qui nous intéresse le plus. Mais en tout cas, voilà, c'est bien rigolo, je suis vraiment je suis content, enfin en fait, ça confirme tellement tout ce que j'avais imaginé. Ensuite, dernière news, la plus croustillante, nous avons le cas de Superman qui, selon mes mots, flop en France. Voilà. Alors évidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes, mais moi je me permets de dire que ça flop parce que il est dans une position par rapport aux entrées en France qui n'est pas favorable et qui est précurseur d'un potentiel bid, enfin en tout cas un succès extrêmement mitigé. Et surtout que, rappelons que les Américains, les anglophones en général, se basent sur la France pour vérifier, pour checker si un film va marcher ou non, puisqu'en France, je rappelle quand même que les films, même y compris les gros blockbusters, sortent avec 2 jours d'avance. Ça sort le mercredi alors que en Amérique ça sort le vendredi, donc 2 jours plus tard. Généralement les Américains se fixent sur la France pour vérifier, enfin pas juste la France mais également la Belgique, pour vérifier si succès il y aura pour un film. Je vais vous lire la première moitié de l'article sur lequel je suis tombé, un article qui vient d'un site du nom de l'Étoile héroïque. Superman, le box-office français, un premier jour à 133 384 entrées. Enjeu maximum, démarrage minimum. Dans la lignée des premières remontées internationales, pour son premier jour d'exploitation en France, Superman n'a rassemblé que 133 384 spectateurs dans 659 cinémas en comptant les avant-premières du mardi. Donc 50 355 entrées, ce qui signifie seulement 83 029 entrées mercredi. Après les 8 bids consécutifs qui ont conclu le DCEU, le premier épisode du DCU remonte un petit peu la pente, mais c'est surtout moins...
Ah, je rigole parce que bon, vous connaissez mon avis sur le film, hein. C'est beaucoup moins que Man of Steel, qui lui était à 215 242 entrées en France, ce qui est pratiquement le double, hein, pas le double, mais presque le double. Mais surtout, c'est moins que Superman Returns, qui lui était à 146 700 entrées, sans parler de l'autre reboot des comics du moment, The Batman, qui lui, bon voilà, c'était un putain de succès, hein. Enfin en tout cas il a fait une bête d'entrée, 257 546 entrées, Covid, hein. Période Covid, je rappelle, donc 87 155 entrées lors des avant-premières. Bon, c'était monstrueux, hein. Ce Batman a fait une putain d'entrée, enfin, il n'a pas fait péter le milliard parce que Covid, et je pense vraiment que The Batman 2 va craquer les scores, hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est sombre, voilà, on va se le dire, parce que c'est lugubre. Pour moi, si Avengers, si les derniers Avengers sont autant cartonnés, c'est parce que c'est pas gaga, il y a pas des blagues toutes les, enfin il y a des blagues, hein, mais les derniers films Avengers, genre Infinity War, bah putain c'était sérieux, il y avait un petit côté sombre, tout ça. Pareil, Black Panther, j'y repense, il y a un côté coloré, joyeux, si on veut. Mais Black Panther qui est un énorme succès, c'est très sérieux en fait, genre le film se prend très au sérieux, les thématiques sont très fortes et intelligentes. Bref, on revient sur le sujet en question. On souhaite au nouveau film de James Gunn de se glisser en fin de carrière entre Bryan Singer, qui lui a fait 1 485 213 entrées, et Zack Snyder, qui lui avait rassemblé 2 333 132 entrées. Et on se donne rendez-vous demain pour les premiers chiffres américains. Voilà. Donc, je sais pas si les chiffres américains vont tomber au moment où je sors la vidéo. Si c'est le cas, je pense que pendant le montage, je glisserai une petite note. Mais en fait, dites-vous bien que c'est moins que Man of Steel. Mais surtout... Alors attendez, accrochez-vous. Parce que évidemment, ça ne veut rien dire, hein. C'est pour ça que je dis que c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être qu'en Amérique ça va péter, il y aura un bon score, et du coup ça va créer un effet boule de neige, ou pas. Parce que par exemple Thunderbolts a eu un bon démarrage il me semble, et a eu une mauvaise rétention, une belle chute d'audience, enfin une belle chute de chiffres sur la seconde semaine. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais pour l'instant la plupart des paramètres sont au plus bas. Si on se fixe sur les... par exemple, ouais, juste un exemple, mais juste en dessous de Superman, nous avons quoi? Qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Vous allez pas le croire, hein. Juste en dessous de Superman, qui a fait en France 133 384 entrées, juste en dessous, nous avons Joker, Folie à 2, voilà, qui est l'un des plus gros bids de 2024, qui lui avait rassemblé 331 948, donc c'est même pas un chiffre beaucoup plus bas, non, c'est à peine plus bas, voilà. Et au-dessus, eh bien, on a quasiment que des bids, à l'exception des films qui ont la réputation d'avoir eu un mauvais démarrage, mais le bouche à oreille fait que ça a fonctionné. Donc on a Aquaman, je crois, qui lui a eu un mauvais démarrage, mais qui a eu... Enfin, Aquaman c'est où? Ouais, le démarrage reste quand même meilleur, mais le bouche à oreille fait que les gens se sont déplacés pour aller le voir, et du coup ça a été un gros succès qui a fait péter une milliard. Donc c'est pour ça que ce n'est pas désespéré, mais c'est juste mauvais. Enfin, pour un film qui a bénéficié d'un budget marketing aussi monstrueux, 200 millions, 200, ce qui est 2 fois plus que Barbie, qui est pourtant connu pour avoir coûté extrêmement cher au niveau du marketing. Donc malgré le marketing monstrueux, il y a ça, il y a le budget. Donc même si le film marche un petit peu au box-office, il faudra vraiment qu'il fasse péter le milliard pour être vraiment rentable, pour estimer être vraiment rentable. Donc c'est inquiétant. En fait, le film ne pourra pas marcher. Enfin, je vois pas dans quelle dimension il pourrait vraiment marcher, à moins que le bouche à oreille fonctionne. Mais sauf que là, les gens seront déjà mitigés. Les critiques sont déjà mitigées, alors que Black Panther, alors qu'il lui avait 178 000 entrées, a réussi à faire péter milliards parce que le bouche à oreille a fonctionné. Et en plus, ça, je rappelle que ça reste quand même bien supérieur comme niveau d'entrée. Et il y a aussi le nombre de copies, le nombre de diffusions qui était quasiment équivalent. Alors que certes, Man of Steel a eu plus de diffusions, donc on peut prendre ça en compte. Mais il y a d'autres exemples comme Black Panther qui a eu quasiment autant de diffusions. Joker Folie à 2 qui a eu également autant de diffusions. Bon voilà, ce Superman, malheureusement ou heureusement,
ce Superman, je pense que c'est la fin des haricots, mais évidemment, rien n'est fini. Si jamais, comment dire, le premier week-end explose sa race en Amérique pour ce nouveau film, eh bien bon, je pense que je changerai mon titre, voilà, parce que du coup mon titre ça serait complètement obsolète, et ça n'aurait aucun sens de garder ça, mais il n'y a pas de raison, en fait je veux dire, on adore Superman en France, Superman c'est une icône en France, c'est autant une icône en Amérique qu'en France, donc alors je veux bien qu'il y ait un genre de fétichisme de Superman en Amérique qui fait que ça va marcher encore plus, mais pour moi, en France on l'adore tous, on a tous grandi avec Superman, donc je vois pas pourquoi ça... Voilà, et surtout rappelons que Superman, il n'y a pas de franchise qui a autant cartonné, enfin en tout cas précédemment si on prend en compte le film de Zack Snyder qui a été certes un bon succès, mais il n'a pas fait péter milliards comme les films Marvel, les Avengers et compagnie. Bon, ça sent très mauvais, voilà, ça sent très mauvais et c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis sur le montage de ma vidéo et apparemment le nouveau Superman a atteint les 21 millions de dollars en avant-première, ce qui est un excellent score, donc en quoi tout ce que je vous ai dit est à prendre avec des pincettes, même si d'une façon ou d'une autre, ces fameux 20 millions ont déjà été prémédités. C'est-à-dire que les commandes ont déjà été prises bien avant que le film sorte. Bref, nous verrons bien le fameux de l'histoire dans quelques jours. Putain, mon dieu, le montage a été horrible. Bon, j'espère que je me suis bien exprimé. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez vu ce nouveau Superman que je vous conseille pas vraiment. Enfin, je vous conseille pas non plus Jurassic World. À la limite, moi je conseille plutôt, allez, 28 ans plus tard, que j'ai apprécié. F1, je suis pas rentré dedans, mais je lui reconnais une certaine qualité. Voilà, si vous avez envie de voir du Brad Pitt qui se la pète, un film un petit peu qui se la pète, où tout le monde est beau et stylé, bon, allez, F1, pourquoi pas. Mais moi surtout, je vous recommande un film complètement sous-estimé, alors 2 films sous-estimés qui sont passés à la trappe. Elio, personne n'en parle. Je crois qu'il est encore au cinéma, qui est le nouveau Pixar, et alors c'est pas le meilleur Pixar, mais c'est un bon film, voilà, un très bon divertissement, évidemment c'est pour les enfants, enfin c'est très familial, mais franchement c'est efficace, les personnages sont attachants, c'est rigolo, on rigole, moi j'ai rigolé devant, voilà, comme un petit con. Également, je sais pas s'il y a encore aussi, Life of Chuck, qui est, je crois, l'un des meilleurs films que j'ai vu en 2025. C'est pas le film ultime, mais si vous aimez Stephen King, si vous aimez Mike Flanagan, qui est un des réalisateurs que j'adore, vraiment qui était fait pour ce film, qui était fait pour adapter ce livre au cinéma, ça marchait hyper bien. Tom Hiddleston est beau gosse, sa scène de danse est stylée, bref, moi je vous invite fortement à aller voir ce film. Si, voilà, au lieu de donner de l'importance à des blockbusters pas ouf, comme Superman ou encore Jurassic World, allez voir plutôt ça, Life of Chuck ou même F1, allez, laissons-lui sa chance à F1. Bref, merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas une fois encore mon petit Patreon, si vous avez la volonté de me soutenir financièrement, ça me fait plaisir, je vous dis ciao et à la prochaine.